Aujourd'hui, c'est une célébration. Quand j'avais plein d'enfants à la maison, il y avait un tiroir qui était rempli de bougies d'anniversaire. On pouvait faire tous les nombres qu'on voulait. J'ai ouvert le tiroir, il y avait encore plein de bazar, mais il n'y avait plus qu'une pauvre bougie réchappée. Et elle dit 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. En binaire, vérifié, ça fait 20. Eh bien, il y a exactement 20 ans, cette fin août, un jour pareil, en revenant d'un séjour en montagne, en retrouvant le petit gourbi où je travaille, que je me suis connecté la première fois sur Internet. Et l'avantage d'Internet sur les bougies, c'est que ça ne vous coule pas sur les doigts en vous brûlant. Et bien aujourd'hui, je souffle mes 20 bougies d'Internet. Mais c'est comme toutes les histoires de ce genre-là, ça commence jamais comme ça d'un seul coup. Si je cherche comme ça dans ma tête, comment ça commence? Ça commence par le mot modem. Comment vient le mot modem? Je suis dans cette usine de machines à souder à Vitry qui s'appelle Siaki. J'y ai travaillé de 1977 à 1980. C'est le seul travail salarié que j'ai fait toute ma vie. Et on avait des énormes armoires remplies de cartes électroniques, des ampliobes, des transistors, des résistances, etc. C'était ça notre job de tous les jours. Et puis arrivent des toutes petites cartes avec des petites diodes vertes rouges, ça s'appelait des microprocesseurs et ça faisait exactement le même boulot. On a commencé à comprendre que le monde allait basculer. Dans cette usine, je suis allé 2 fois en Inde, c'était un bouleversement considérable pour moi. Je suis allé aussi en URSS, en Tchécoslovaquie, et je travaillais sur une machine qui partait à Xi'an, en Chine. Et puis au bout de 4 mois de boulot sur cette machine, on me dit que pour un coup tordu, il fallait que je reparte en Inde, et qu'un copain, neveu, allait lui partir en Chine avec la machine. Ça m'a dégoûté, j'ai dit non, je démissionne, puis voilà, ça fait 35 ans que j'ai plus bossé. Mais j'avais démissionné. Comment je me démerdais? D'accord, j'avais décidé que pendant 1 an, ce serait jouer du violoncelle et écrire. J'avais ça dans la tête quand même. Donc, je retourne dans une boîte d'intérim. Il m'envoie en banlieue, je sais plus où, Arcueil, Vélizy, dans ces coins. C'était vers le... Mais rien, il ne me reste rien d'autre comme souvenir. On était 5 ou 6 dans une pièce un petit peu séparée. On avait des grandes tables longues. On nous amenait des modems, des petits machins rectangulaires. Ça, c'est un petit contrôleur électrique de rien du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Il fallait quelque chose dans les paluches. C'était gros comme ça. On le démontait. Et puis... qu'est-ce qui se passait? On avait inventé quoi? On avait inventé les distributeurs de billets. Et on pouvait retirer, autrefois, au lieu d'aller à la poste et puis de signer un retrait à vue, on pouvait aller dans ces machines comme ça, et puis, tchouk, par magie, vous aviez des billets qui sortaient de la fente. Seulement, dès qu'il y avait la foudre, ça pétait. Et ben, cette boîte-là réparait les petits modems de transmission pour les distributeurs de billets. Qu'est-ce que ça pouvait avoir avec la littérature? On m'aurait dit ça, je me serais bien marré. Résultat, au bout de 3 semaines, j'en avais ras-le-bol des modems, j'ai annulé mon truc, mais simplement c'était une mission d'intérim et j'ai eu droit à 1 an de chômage. Au bout de l'an de chômage, je vais à la NPE, je lui dis à la fille, j'ai pas cherché de boulot, je voulais écrire et faire de la philo. Elle me dit, ah ben pour une fois que j'en vois un qui en profite intelligemment, allez me chercher 20 adresses à la poste, des lieux auxquels vous vous seriez adressé si vous aviez cherché réellement du travail, m'a dit cette fille dont je ne connais pas le nom. Après, j'ai commencé à corriger des thèses, machin truc et tout ça. Ça a fait la transition pour le premier bouquin, et c'était parti. Modem, j'avais complètement oublié ce que c'était, vous pensez bien. Épisode suivant, je suis à Montpellier, je travaille avec déjà un petit ordinateur MacBook portable. Un copain, Cazeneuve, est à Paris, on travaille sur un film. Et pour envoyer les fichiers, c'est le bazar. Au lieu d'envoyer des enveloppes avec des tirages imprimantes, j'achète un modem, ça s'appelait protocole X modem, Z modem, etc. Cette petite boîte, on la branche à la sortie de l'ordinateur, on se téléphonait en même temps, c'était un petit peu compliqué, il fallait faire tous les deux, prêt à recevoir, prêt à un truc, on avait une
porteuse. Et là, je faisais send et mon fichier partait, se retrouvait sur l'ordinateur de Cazeneuve. C'était laborieux, mais on était en 1993. Épisode suivant. Une boîte qui est à Nancy, qui s'appelle Holitech, invente un petit boîtier comme ça. À l'époque, le truc le plus important qu'on avait tous, c'était le téléphone fixe et puis à côté le répondeur téléphonique. Les messages qu'on recevait, etc. Le répondeur était une fonction déjà presque aussi, répondeur vocal, une fonction presque aussi importante que le téléphone lui-même ou le courrier dans la boîte aux lettres. Et puis, si on avait quelque chose de grave à envoyer, on allait dans les boutiques et puis on envoyait un fax. Les fax, c'était pas pour n'importe qui. Et bien cette boutique-là fabrique un petit boîtier qui se branche sur l'ordinateur, qui fait répondeur téléphonique, mais qui en même temps vous permet de recevoir des fax que vous imprimez ou qu'on imprime tout simplement depuis l'ordinateur. Un petit répondeur fax, mais dedans, pourquoi ? Parce qu'il y avait un modem. De ce jour-là, l'ordinateur était relié à la prise téléphonique. On est quand ? Justement, 95-96. Épisode suivant, mais on avance. Justement, 96, j'ai mon petit boîtier Holitech. Le premier était à 5600 kilobauds, 5600 machins par seconde. Ils avaient mis on est passé au 7600 et j'en avais acheté un, c'était pas cher en plus. Et puis on arrive à 12 000. 12 000, c'était la vitesse des fax. J'avais ce petit truc. Je lisais Le Monde, pas Le Monde comme maintenant qui vous parle d'Ormesson ou de Fadez ou de toutes les conneries. Il y avait un tout petit entrefilet de 3 lignes sur Internet qui existait depuis 5 ans. Vous savez qu'en fait, les 25 ans d'Internet, Tim Berners-Lee, juste aujourd'hui même, et précisant que dans ces choses comme ça miraculeuses, d'un objet qui a priori ou d'une fonction qui n'avait rien à voir avec notre univers, en Suisse, à l'université de Genève, un minéralogiste, Pierre Péroux, avait mis en ligne à disposition de qui voulait le texte des fleurs du mal. Là par contre, moi j'ai compris tout de suite. Des fichiers, j'en avais déjà plein dans l'ordinateur. 1988 à 1996, ça faisait déjà 8 ans d'ordinateur. Qu'est-ce que c'était précieux! On avait des CD-ROM. Dans ces CD-ROM, j'avais déjà Balzac, par exemple, en CD-ROM. J'avais déjà le Littré en CD-ROM. Mais les fleurs du mal, si je les voulais sur mon ordinateur, il fallait que je me les recopie. Cette phrase, elle a fait tilt. Donc, j'utilise mon petit modem et il fallait entrer sur CompuServe. CompuServe, là, je sais pas comment, en tout cas, c'était expliqué. Connexion avec mon modem, comme pour envoyer un truc comme ça, la porteuse fait et sur le son comme ça de cette porteuse, je tape une longue adresse, comme si vous savez des mots de passe de box d'aujourd'hui, CompuServe, comme ça, on me demande de faire un compte. Je fais un compte et de coup j'obtiens un email. À quoi ça m'a servi ? Longtemps ça m'a servi à rien. Si vous imaginiez que quand vous créez un email en 1996, on imagine la plaie que c'est aujourd'hui, certainement pas. Mais par contre j'ai trouvé un copain, presque tout de suite, Marc Zafran, dit Martin Winkler en littérature, ça faisait déjà un bout de temps qu'on se fréquentait, et lui il y était déjà aussi sur CompuServe. Je fais mon compte et là on vous dit simplement, petit message qui arrive, il faut que vous téléchargiez Netscape 1.0. Qu'est-ce que ça veut dire télécharger ce truc ? Est-ce que ça s'appelait même browser, navigateur ? Je sais même pas. En tout cas, ça s'appelait Netscape. Et il fallait le trouver en France. Et on vous donnait 3 adresses. La plus proche, c'était Université d'Aix-en-Provence. Ça, je m'en souviens. Donc, je tape l'adresse, pareil, point, toujours dans ma porteuse. Cette première session, ça a duré 45 minutes. Je ne m'étais jamais servi de mon modem aussi longtemps que ça. Et arrivé à l'Université d'Aix-en-Provence, vous voulez télécharger Netscape, c'est ici. Et là, ça va dans l'autre sens. On voit la petite fenêtre. Et j'avais, sur mon ordinateur, un navigateur. Mais à quoi que ça sert ? Épisode suivant,
c'est pas compliqué, le navigateur est entré là, ouf, ça y est, maintenant, je tape Université Genève, Baudelaire, ou je sais plus quoi, enfin en tout cas, il y avait, c'était simple, on n'aurait pas eu l'idée de faire des copies d'écran, figurez-vous. Mais en tout cas, j'arrive sur ce site, je clique Baudelaire, et hop, là, en 10 secondes, le truc était sur mon ordinateur. Et c'est là où la Terre a tremblé, chamboulé. Dans la tête, ça ne chamboulait pas comme ça. Par exemple, ce Pierre Péroux de l'Université de Genève, je lui avais écrit une lettre postale pour le remercier, lui déclarer que j'avais enregistré son fichier Baudelaire, pourquoi je l'avais fait, et qu'en échange, s'il le souhaitait, je tenais à sa disposition. Moi, j'avais transcrit à la main, on avait fait ça chez POL, la collection, mais POL a abandonné ce qui était pourtant un très beau projet, que j'avais à sa disposition une transcription des 4 livres de Rabelais que j'avais faites moi sur les 6 ans précédents. Scanner, non mais vous imaginez le mot scanner, enfin, on ne pensait même pas que ça devait exister dans les hôpitaux, mais pas pour nous, et que s'il souhaitait joindre mes Rabelais à son Baudelaire, c'était avec plaisir que je lui enverrais par une disquette à la poste. Comme ça que ça a commencé, en septembre 1996. Tout à l'heure, j'ai cherché, parce qu'à côté, dans le garage, j'ai une espèce de gros tiroir où je stocke plein de vieux bordel comme ça, informatique, et j'espérais que je l'avais gardé, ce petit modem Olitech, qui a longtemps été comme ça, cette espèce de toute petite fenêtre. À l'époque, on était payé au temps de la connexion téléphonique, ça coûtait quand même un petit peu bonbon, c'est-à-dire... De toute façon, je pense que ces premiers mois, comme ça, de commencer à passer 40 minutes, et puis 2 heures, et puis 3 heures toutes les nuits, les factures téléphoniques ont commencé à grimper un petit peu, mais assez rapidement. Je crois que dès l'hiver, comme ça, 97, ça s'appelait Wanadoo, évidemment, ce qui était France Télécom, Orange, etc., a commencé à faire un truc forfaitaire, et là, dès le mois d'octobre, novembre, comme ça, je pouvais être connecté en permanence sur mon ordinateur. Bah là, je crois vraiment que ça fait 20 ans que ça a plus arrêté. Même si on était loin, l'ADSL, ça n'arriverait qu'en 2002, etc. Mais on était passé en 56K. Bon, j'entre pas dans tous ces détails. Donc, je croyais que petit modem Olitech, j'en avais gardé au moins 1 ou 2 comme ça. Puis non. Après, je me suis souvenu qu'un jour, il y a 1 an ou 2 de ça, j'étais allé à la décharge, j'en avais marre de... Pourquoi on stocke des trucs, pourquoi on les garde pas? Il y a des vieilles imprimantes, le premier lecteur de CD-ROM, le premier graveur de CD-ROM, le premier scanner avec ces espèces d'énormes prises derrière. J'ai tout balancé à la déchetterie. Et au tout dernier moment, à la déchetterie, il y a un truc que j'avais pas osé jeter, c'était ce petit lecteur de disquette zip Omega. Vous savez, il est un petit peu transparent, joli, comme tout. Et finalement, c'est le seul truc que j'avais rapporté, et il avait déjà une prise USB. Et je l'aimais beaucoup parce que c'est les disquettes que j'ai retrouvées. C'est marrant parce qu'il y a F-Bon, Bagnolet. Et Bagnolet, c'était en 1998 qu'on avait fait cet atelier plus un film avec Stéphane Gatti. Ici, il y a un truc, mais qui est rayé, donc je ne sais pas ce que c'est. Puis je ne sais plus les ouvrir, ces disquettes. Et là, c'est dossier, faits divers. C'est un livre d'ailleurs qui est publié en 94 chez Minuit, qui existait déjà, et que j'espère d'ailleurs, comme Minuit ne le réimprime pas, pouvoir le reprendre moi. Et un truc qui était rigolo, RAM doubleur. Quelques-uns d'entre vous qui s'en rappellent, vous savez, sur les Mac, on a, je ne sais plus combien, mais à l'époque, c'était pas beaucoup, on installait ce petit logiciel-là, et il se servait d'une partie du disque dur pour augmenter la mémoire vive. Qu'est-ce que ça nous a changé la vie, le petit RAM doubleur? Et pourtant, on était encore en système 9, monotâche, vous n'auriez pas ouvert 2 fenêtres sur le même écran, sur votre Mac. Et puis celle-ci, ça c'est mes archives Montpellier, la paillade, 94-95. Oublions. Et puis tout d'un coup, on avait ces trucs-là, où il tient 10 ou 15 ou 20 disquettes, elles sont plus épaisses, c'était des petits disques à l'intérieur, et on était passé les premiers 100 mégaoctets, vous imaginez? 5 photos d'aujourd'hui, et on en avait des rouges, on en avait des bleus, et tout à l'heure, miracle, j'ai branché ce machin-là sur la prise USB de mon Mac,
ouin, qui s'est mis à grincer tout de suite. J'ai branché les trucs. J'espérais trouver, il y en a une qui est marquée ici, Internet. Je croyais que j'avais une archive de mon site et je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de brancher comme ça directement en accès ce site fossile de l'année 1998, mais site net, vous voyez. Mes gamins ont mis dessus des jeux, des Doom, des trucs comme ça. Oublions. En tout cas, ça sert quoi cette digression? Pas grand chose, sauf que je voulais avoir quelque chose dans les mains, et puis c'est quand même cette question, c'est-à-dire à chaque fois ça passe par un petit objet matériel, et puis ces objets on n'en a pas justement forcément la trace, ça s'en va loin. Alors voilà par exemple, enlevons tous ces conneries. Question adventice, il y a encore 5-6 ans, on arrivait à travailler avec, je me souviens par exemple l'avoir fait avec à la fac, des étudiants de la fac de Poitiers, leur demander partir comme ça sur leur première connexion internet. Puis tout d'un coup il y avait tout un tas de trucs autobiographiques qui revenaient, le train dans le garage, le truc lié au métier du père, qu'est-ce que c'était cette machine, qu'est-ce qu'on voyait dessus, qu'est-ce qu'il y avait sur les écrans. Maintenant, demander à des étudiants aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire pour eux d'être nés sans Internet? Et là, on prend la mesure de ce rapport considérable, enfin, qui bouscule tout dans la question de la lecture, du privé, de la correspondance, de l'échange, de l'appropriation du temps, comme ça, dans un contexte illimité de ressources. Et puis, c'est peut-être là-dessus qu'on va finir notre célébration. Épisode de fin. Ce même soir, ça va durer 45 minutes, peut-être un peu plus, mais après j'y suis revenu tous les soirs. C'était qu'est-ce qu'il y a sur Internet? Alors évidemment, on avait des pistes comme ça. Par exemple, vous alliez sur le site de Harvard et le département de mathématiques de Harvard avait fait des petites choses d'initiation, des petits voyages comme ça de curiosité. Et tout de suite, on comprenait que ce qu'il y avait de bien dans l'univers de nos CD-ROM, c'était déjà fossilisé, alors que pourtant, les CD-ROM, qu'est-ce qu'ils nous émerveillait. Il y avait le site de la NASA qui mettait des images. Tout d'un coup, est-ce que l'écran du Mac était déjà en couleur ou pas? Je crois que c'est venu un petit peu en même temps. Mais vous voyez, même là, je ne saurais même plus le dire si l'écran du Mac était déjà en couleur. Ou probablement, parce qu'on était loin encore des appareils photo numériques qui existaient, mais qui n'étaient pas accessibles. Mais je me souviens d'avoir sur le site de la NASA, très vite, si justement la preuve que c'était en couleur nos petits écrans, puisque ce que je me souviens, c'est d'avoir, il y avait donc un moteur de recherche sur ce Netscape. Le navigateur est d'emblée un moteur de recherche, autant qu'il est un vecteur de lecture, un vecteur d'affichage. Je dis bien lecture, et on est 94-96, on est quand même 4 ans ou 6 ans avant l'arrivée de Google, qui serait pour nous comme une espèce aussi de grand souffle d'air. Donc on avait ces premiers moteurs de recherche, donc on allait à Netscape, Yahoo, et puis il y en avait un qui était beaucoup plus perfectionné qui s'appelait AltaVista. Vous entriez l'adresse AltaVista, et puis tout d'un coup, les ressources devenaient beaucoup plus fines. C'est des recherches par association, par affinité, qui est des recherches classées. Google non plus n'est pas né de rien. Et donc, dès que j'ai eu accès comme ça à cette AltaVista, qu'est-ce qui existe pour la littérature sur le web? Et évidemment, aux USA, il y avait quelques petits trucs sur les grands auteurs, des ressources, la maison d'Edgar Poe, par exemple. Enfin, c'est des souvenirs un petit peu vagues. Et en français, qu'est-ce qu'il y avait en français? Cette année-là, j'ai répertorié 14 sites web. Patrick Rébolard, Christine Genin,
qui est venu très très vite. Le ZaziWeb d'Isabelle Aveline, qui est venu très très vite. Il y avait un monsieur en Israël, c'est pour ça que je me souviens qu'il y avait des couleurs. Et justement, il y avait une petite bougie quand on arrivait sur son site, et qui avait fait une page Jules Verne, parce que son fils était mort, et en hommage à son fils, il faisait comme ça des choses sur Jules Verne. Je crois que dès ce moment, j'ai eu l'idée, moi, que c'est peut-être ça, rétrospectivement, où on a du mal à piger soi-même comment s'est fait le passage. Peut-être que le passage était beaucoup plus facile aujourd'hui quand on dit aux auteurs « allez-y, allez-y, devenez en même temps, offrez du contenu ». Que le web ne soit pas simplement comme ça une espèce de descente en permanence, mais une interactivité. C'est là que commence le politique, la subreption. Le saut était tout petit, pourquoi? Il y avait tellement peu de choses. Donc j'ai commencé à travailler, moi, avec Athéna, l'université de Genève. J'ai recopié à la main des éditions originales de Rimbaud, par exemple. Il y avait un autre site, l'ABU, au Conservatoire des Arts et Métiers, qui lui mettait du Zola, du Rousseau. Et tout d'un coup, alors que la BNF, on était loin, loin encore avant, il s'en faudrait de 4 ans pour que la Bibliothèque nationale commence, elle aussi, un site web, puis crée Gallica, etc. Et d'ailleurs absorbe comme ça pompe nos ressources dans ses noyaux. Mais pendant 2-3 ans, ça a été pour moi le premier truc. On travaillait non pas pour soi, on travaillait pour installer du patrimoine, un patrimoine collectif, commun, de libre accès, et on passait nos heures comme ça à recopier. J'ai recopié, il y avait les Fleurs du Mal, moi je me suis attaqué à recopier à la main le spleen, les poèmes en prose de Baudelaire, et puis comment ça s'est arrêté ça? Justement 1 an plus tard, tout d'un coup, moi je venais de recopier Isidore Ducasse, L'autre et Amour. Et par copier, justement, j'étais aussi passé au scanner et reconnaissance de texte, c'était encore maladroit, mais bon, on arrivait à travailler. Et en même temps, un Brésilien, à Montréal, un petit saut de mots, mais je vous le mettrai en plus, on est resté super amis. Et moi, nos 3, L'autre et Amour, sont arrivés sur le web en même temps. Et là, je me suis dit, non mec, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas le toi qui regarde du web et qui fait du muséal, et puis de l'autre côté, il y a le toi qui fait les ateliers d'écriture, 98, Bagnolet, justement, mais c'est tes ressources à toi qu'il faut mettre là. À qui ça s'adresse? On ne sait pas. Mais peut-être justement c'est ça aussi, et la littérature, et le web. Qu'est-ce que ça fait qu'on ne sait pas à qui ça s'adresse, ou à un seul, très loin, et qu'on ne connaît pas? Et c'est peut-être à ce moment-là que ça commence, et que je suis passé à faire mon site web. J'ai retrouvé dans une des disquettes, il y a des trucs marrants quand on regarde, il y en a une qui est marquée Norton, c'était ce qu'on appelait ça un défragmenteur de disques durs, et il y a un Clarisse Homepage, je l'avais gagné ce truc, parce que quand j'avais fait mon premier site web en HTML, eh bien j'avais été le 800e site internet français en 1998, et Wanadu m'avait offert en une espèce de comme ça, je sais plus le truc, un Clarisse Homepage gratuit. C'est pas beau, l'aventure web. On arrête le feuilleton pour aujourd'hui, mais ça fait quand même content de le dire ça. Pile 20 ans aujourd'hui de la première connexion Internet. Et vous voyez, mine de rien, comme je suis capable de rester là longtemps, sans me connecter, c'est reparti les vidéos bureau.